Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce Facebook Live de la Fondation Digescience, donc la seule fondation reconnue d'utilité publique de recherche sur les maladies digestives et la nutrition. Nous avons donc le plaisir de vous retrouver tous les mois sur une thématique nouvelle. Donc n'oubliez pas de vous inscrire sur à la newsletter et de découvrir le nouveau site web de la Fondation. Je suis donc Benoît Foligné, professeur de bactériologie à la faculté de pharmacie de l'Université de Lille. Et en tant qu'enseignant-chercheur, je travaille au Centre international de recherche sur l'inflammation de Lille, donc le LIRIC, une unité INSERM 995. Et j'ai donc le plaisir d'être votre conférencier ce soir sur le thème assez vaste, les bactéries, amis ou ennemis de notre système digestif. Donc, pour rappeler brièvement le déroulement de la soirée, je vais d'abord présenter un peu le contexte, le sujet, donc une dizaine de minutes. Puis je répondrai ensuite aux différentes questions des internautes. On en a déjà collecté quelques-unes. Et puis je pourrai réagir sur des questions en direct. Donc au programme, les pouvoirs réels et imaginables de notre microbiote intestinal. Les bactéries intestinales sont-elles toutes bienveillantes? L'intestin peut-il être considéré comme un deuxième cerveau? Pour évoquer les pistes de recherche, les nouveaux traitements qui tournent autour de ces bactéries, le rôle de l'alimentation dans ces bactéries intestinales, le rôle des fibres également. Donc les bactéries sont-elles nos amis ou des ennemis de notre système digestif? Depuis une quinzaine d'années, finalement, notre vision des bactéries et des micro-organismes en général a beaucoup évolué. Pendant très longtemps, on a considéré toutes ces bactéries, tous ces virus comme des sources de danger associées à de nombreuses maladies infectieuses et des pathologies. À part le travail sur les ferments alimentaires, sur les fromages, les brasseries, finalement, très peu de chercheurs se sont intéressés aux effets bénéfiques de ces bactéries. Pourtant, il faut savoir que nous sommes colonisés par des centaines de milliards de micro-organismes qui cohabitent à la surface de nos muqueuses, donc de notre peau, mais aussi de notre tube digestif, avec une richesse et une diversité variable selon les individus, mais vraiment très, très, très étonnante. Certaines bactéries vont résider de façon permanente dans notre tube digestif et sont donc très spécifiques de chacun d'entre nous. D'autres, au contraire, vont être en transit et vont voyager, soit parce qu'on les a récupérés de l'environnement ou par l'alimentation. Et donc, tous ces micro-organismes, toutes ces bactéries ne sont pas neutres. Certaines peuvent être qualifiées de bénéfiques pour l'individu qui les héberge et donc vont favoriser des fonctions de protection de la barrière, des fonctions de barrière de l'intestin, de contrôle de l'immunité ou encore du métabolisme, pouvant ainsi avoir une action sur le statut inflammatoire et donc sur le niveau d'inflammation. On connaît tous les lactobacilles, les bifidobactéries, mais un grand nombre de bactéries sont susceptibles d'avoir cet effet un peu bénéfique pour la santé. Au contraire, il existe aussi dans les bactéries qu'on héberge certains micro-organismes qui cohabitent avec nos muqueuses intestinales et qui ont certaines caractéristiques, je dirais, un peu agressives. Donc, ça reste des bactéries qui ne sont pas pathogènes, mais qui peuvent avoir des traits, des sensibilités un peu critiques. Donc, très loin d'être comme des bactéries telles le choléra ou des bactéries comme Salmonelle, elles peuvent favoriser quand même dans des situations où elles prennent un petit peu le pouvoir, des situations un peu inflammatoires ou un petit peu préoccupantes. Donc, on a cet équilibre entre les bonnes et les bactéries un peu plus préoccupantes. Et de façon assez subtile, donc cet équilibre de différents micro-organismes est fragile et peut se déréguler. On parle de dysbiose, donc de perturbation de l'équilibre de cette flore. Et on a associé récemment les déséquilibres de ce microbiote à de nombreuses pathologies. Le microbiote, donc l'ensemble de ces bactéries, mais aussi, il faut aussi considérer les virus et la flore fongique, donc différentes levures et champignons. L'ensemble de ces micro-organismes, le microbiote, est vraiment associé à l'état de santé de l'intestin. Mais au-delà de l'intestin, on a des conséquences même beaucoup plus larges et on a des conséquences sur des maladies un peu plus générales, des désordres neurologiques, des syndromes métaboliques, des conditions d'obésité notamment. Donc, toute une série de pathologies qu'on ne pourrait pas soupçonner qui peuvent reposer sur cet équilibre et sur la qualité de ce microbiote. On évoquera sûrement au fil des questions l'autisme, les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, qui peuvent être associées à des dysfonctions du microbiote intestinal. Donc, donc,
en partant de ce phénomène, il est donc nécessaire d'apprendre à connaître ce monde microbien qu'on peut manipuler, qu'on commence à savoir manipuler en utilisant soit des antibiotiques ou au contraire des antibiotiques, par exemple, pour diminuer la proportion de ces bactéries un peu préoccupantes. C'est l'exemple, par exemple, de l'utilisation des phages ou des bactériophages, donc, qui peuvent, de façon assez ciblée, diminuer la présence de bactéries un peu pathogènes. Au contraire, on peut favoriser la croissance de bonnes bactéries, donc soit en les amenant directement, soit en manipulant l'alimentation pour orienter cette flore bénéfique. Donc, il y a vraiment un vaste champ de recherche, très, très prometteuse, qui se développe pour contrôler ces aspects bénéfiques du microbiote. On abordera certainement la notion de transplantation fécale également, où on peut aussi de façon un peu plus générale en fait faire un transfert de l'ensemble, comme une greffe en fait, faire le transfert d'un ensemble conséquent de micro-organismes en apportant le microbiote intestinal d'un autre individu. Ici, au Lyric, à l'unité 995 donc de l'INSERM, on travaille sur plusieurs de ces axes. On cherche déjà à comprendre comment les facteurs qui constituent et qui modifient ce microbiote. Donc, ça peut, par exemple, être les polluants ou les facteurs de l'environnement. On cherche à identifier ces fameuses bactéries bénéfiques, donc ces symbiontes, ces bactéries bénéfiques. Et d'un autre côté, en parallèle, on cherche aussi à inactiver ces pathobiontes, donc ces bactéries qu'on héberge, qui ont des traits un peu agressifs et qui sont un peu souhaitables à héberger, ou du moins à héberger en quantité trop importante. Donc voilà, je vais peut-être déjà commencer par répondre à quelques questions d'internautes, donc un peu pêle-mêle, hein, qu'on a pu avoir au cours de la journée. Donc, première question est-il vrai qu'une surexposition aux antibiotiques entraîne une dégradation de la flore intestinale et donc peut amener un risque accru de MICI, donc de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin? Eh bien, effectivement, l'utilisation des probiotiques, des antibiotiques, l'usage d'antibiotiques, va diminuer la qualité, mais surtout va influencer la diversité de la flore et de ce microbiote. Et donc, forcément, ça va contribuer à atténuer et à modifier les fonctions digestives, mais aussi toutes les fonctions annexes assurées par le microbiote, à savoir les fonctions de barrière, d'immunité, les fonctions métaboliques également. L'usage des antibiotiques, dans ce sens, va quand même appauvrir la diversité, la richesse de ce microbiote. On aura souvent un effet de compensation en augmentant la proportion de la flore fongique, qui n'est pas toujours la flore la plus désirable. Donc, ce n'est pas systématique, hein. Une prise d'antibiotiques ne va pas totalement et de façon définitive perturber la flore, mais elle va quand même permettre un peu cette dysbiose, donc ce déséquilibre de la flore intestinale, et donc avoir un effet délétère qui peut s'accumuler dans le temps. Plus l'exposition sera précoce, l'exposition aux antibiotiques sera précoce, notamment dans la petite enfance. On parle notamment des 1000 premiers jours de la conception à la petite enfant, à la conception chez le nouveau-né, où pendant cette fenêtre ici, l'usage précoce d'antibiotiques est vraiment dommageable à l'installation de la première flore, donc la flore pionnière, qui dictera après l'installation de la flore chez l'enfant. Et puis l'usage surtout répété d'antibiotiques va finir par appauvrir un peu le microbiote. Et en général, ce qui est perdu est perdu. Et on a du mal à recoloniser ou restituer une flore qui a vraiment été appauvrie. On imagine que la flore, par exemple, le microbiote des hommes préhistoriques ou le microbiote des individus du Moyen-Âge devait être beaucoup plus riche et beaucoup plus divers que le microbiote des êtres humains aujourd'hui, justement parce qu'on a eu des interventions, des modifications de l'hygiène, et donc plus récemment, l'usage d'antibiotiques a fini par l'usage répété à appauvrir cette flore. Donc, l'usage des antibiotiques ne va pas générer directement des maladies inflammatoires, mais ce contexte de dysbiose va être accéléré et donc va pouvoir entraîner tout un contexte un peu pathologique, dont justement les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou le syndrome de l'intestin irritable. Une autre question s'intéressait au fait de pouvoir influencer son microbiote en changeant son alimentation. Ici encore, on peut modifier son microbiote effectivement par l'alimentation. Donc la réponse est clairement oui. On sait déjà qu'une alimentation carnée ou une alimentation très riche en végétaux, un régime méditerranéen, entraîne chez les individus des structures de microbiote différents.
Et donc, selon les teneurs en protéines, la richesse des sucres, donc des sucres plus ou moins complexes, plus ou moins raffinés, la qualité des protéines, les protéines végétales, les protéines d'origine animale n'ont pas les mêmes conséquences sur le microbiote. Donc, on commence à un peu maîtriser ces notions-là et à pouvoir orienter les grands groupes microbiens en fonction du régime alimentaire. Et donc, des tas de molécules un peu qui peuvent paraître inertes, la pectine des pommes, l'inuline qu'on peut trouver dans la chicorée ou dans les topinambours, par exemple, ou des sucres plus ou moins complexes ou plus ou moins simples, tels que des sucres qu'on peut trouver dans le lait maternel, par exemple, vont pouvoir guider, orienter, façonner le microbiote intestinal et donc orienter soit des bonnes bactéries, soit au contraire privilégier l'apparition de bactéries un peu plus préoccupantes. Donc, on a toujours cette dichotomie entre des bactéries bénéfiques qui, par des tas de mécanismes, vont favoriser donc plutôt un contexte anti-inflammatoire, ou au contraire des bactéries qui vont davantage organiser des contextes un peu plus agressifs. Je regarde s'il y a une nouvelle question, sinon je prends la série de questions. J'essaie de voir une... Où en sont les recherches, ça? Alors, il y a une question qui concerne le lactose. Donc, l'intolérance au lactose est un état de fait, en fait, une conséquence qui peut recouvrir sur plusieurs aspects. Déjà, certains individus sont intolérants au lactose parce qu'ils n'ont pas suffisamment de lactase, donc l'enzyme qui va dégrader le lactose, et donc couper ce lactose. Donc ce sucre, le lactose est un sucre constitué un disaccharide en fait constitué de glucose et de galactose, et donc les cellules de l'intestin sont censées couper ce lactose en fait et le couper en petites molécules beaucoup plus absorbables et beaucoup plus facilement digestibles. Et donc certains individus ont un taux de lactase beaucoup plus faible que d'autres, en fait, soit de manière génétique, mais selon les différents comportements au cours de la vie, on peut diminuer sa capacité à produire de la lactase. Chez le nourrisson, on a souvent un taux de lactase assez élevé. Puis, au sevrage, quand on commence à introduire une alimentation un peu plus solide, on perd cette capacité à digérer le lactose, et avec le vieillissement également. Donc, le pourquoi, souvent, c'est pas spontané, c'est quelque chose qui devient assez progressif. Donc, que faire pour limiter cette intolérance au lactose? En première intention, c'est l'éviction, mais c'est pas toujours facile d'appauvrir ce régime en lactose, même si de plus en plus d'aliments sont proposés sur le marché pour allergie en étant allégé en lactose. L'intérêt des produits laitiers fermentés, par exemple, c'est d'avoir déjà éliminé une partie du lactose, donc les fromages, le yaourt, contiennent déjà des micro-organismes et des bactéries qui ont cette enzyme, cette fameuse lactase, qui se substitue à la lactase humaine et qui peut couper ce lactose. Donc, autant dans un verre de lait, on va avoir une quantité importante de lactose, dans un équivalent de yaourt ou de fromage, on n'aura plus les bienfaits de la fermentation qui vont faire disparaître cette quantité de lactose. Il existe aussi des probiotiques, donc on va revenir sur la notion de probiotiques peut-être un peu plus tard aussi, donc des bactéries dont on sait qu'elles contiennent de forts taux de lactase, donc, notamment les bactéries du yaourt. Ce sont les premières bactéries qu'on a identifiées comme probiotiques, avec un effet sur l'intolérance au lactose, et pour favoriser justement la digestibilité du lactose. Et donc, on peut ingérer délibérément des probiotiques pour justement favoriser la digestion de ce lactose. Justement, on avait une question sur les probiotiques. Un internaute demandait s'il y avait une différence à prendre des probiotiques dans son alimentation plutôt qu'en gélule. Donc, c'est peut-être l'occasion de revenir sur cette notion de probiotique, cette définition de probiotique, où finalement les probiotiques vont être définis comme des bactéries, micro-organismes en général, plus souvent des bactéries, mais on n'a pas que des bactéries. Certaines levures peuvent être considérées comme probiotiques. Et donc, ce sont des micro-organismes qui sont vivants, c'est une condition assez essentielle. Et donc, ces micro-organismes vivants doivent être ingérés en certaines quantités pour pouvoir apporter un effet bénéfique sur la santé. En l'occurrence, les bactéries du yaourt, donc capables de digérer le lactose, peuvent être considérées comme probiotiques dans la mesure où elles vont atténuer les syndromes de l'intolérance au lactose. Donc, toute une série de bactéries ont été identifiées, sélectionnées et peuvent être apportées à un individu, donc dans le but de lui conférer un effet bénéfique sur la santé. Donc,
On connaît les lactobacilles, les bifidobactéries, qui sont considérées classiquement comme les bonnes bactéries. Mais il faut être assez prudent. Toutes les bactéries ne sont pas des probiotiques, tous les lactobacilles ne sont pas des probiotiques, toutes les bifidobactéries ne sont pas des probiotiques, par exemple. Et seules certaines souches qui ont été étudiées, qui ont fait l'objet de recherches approfondies, peuvent être considérées comme bénéfiques, avoir un effet potentiel bénéfique sur la santé, mais c'est vraiment du cas par cas, hein. Et quand on parle de probiotiques, on parle d'une action bien précise. On aura un probiotique anti-inflammatoire qui ne sera pas forcément anti-allergique ou anti-infectieux. Donc, chaque probiotique a bien son application propre, en fait. Et donc, pour s'appeler probiotique, il faut vraiment avoir une preuve d'efficacité. Au-delà des probiotiques, on a des aliments fermentés, donc qui contiennent des bactéries, potentiellement bénéfiques également, et qu'on ne va pas forcément qualifier de probiotiques dans la mesure où ces produits n'ont pas fait l'objet d'études approfondies sur des souches bien particulières, en fait. Ce qui n'empêche qu'on peut définir, bien sûr, des vertus dans ces aliments fermentés, parce qu'ils amènent une certaine diversité, une richesse de micro-organismes plutôt bénéfiques, en fait. Donc, le fait d'ingérer des fromages, des yaourts, c'est une action qui s'associe, qui s'apparente aux probiotiques, même si ces aliments ne sont pas considérés à proprement parler comme des probiotiques. Donc, si ce sont des bactéries, par exemple, dans ces cas-là, la question portait sur le fait de les avoir ou dans l'alimentation ou en gélule. Donc, si on les associe à une matrice alimentaire qui leur convient, on aura plus de chances de les victoriser de manière vivante et en quantité suffisante au niveau du tube digestif. Mais sinon, l'apport en gélule peut très bien se faire. Mais, sachant que ça reste des bactéries, bien sûr, il faudra les prendre à distance et éviter les consommer, bien sûr, en présence d'antibiotiques. Et bien sûr, ces bactéries sont inactivées par la chaleur, hein. Donc, comme si on boit un café très chaud, un café chaud avec une gélule de probiotiques, on risque d'inactiver une partie de ces probiotiques. Quelquefois, on voit on a vu par le passé aux États-Unis, notamment dans certains producteurs de probiotiques, les mettre un peu à toutes les sauces. On a vu des pizzas, par exemple, saupoudrées aux probiotiques ou des aliments un petit peu racoleurs, où là, bien sûr, on imagine bien qu'une fois chauffés, ces probiotiques ont disparu et vont perdre leur effet potentiel, car encore une fois, bien souvent, il faut que les probiotiques soient vivants pour avoir leur action positive. Je regarde un petit peu s'il y a des questions. Il y a une question sur l'effet du magnésium sur les intestins. J'avoue, je suis un peu surpris. Les minéraux, en général, ont une action sur le microbiote ou ont des actions directes sur les cellules de l'intestin. Donc, de la même façon que le fer, que le cuivre, le zinc modulent pas mal un grand nombre de fonctions cellulaires et donc contrôlent la physiologie intestinale. On a aussi une action directe sur les micro-organismes. On connaît par exemple l'effet d'une surcharge en fer ou de certains métaux sur le microbiote, sur certaines bactéries de l'intestin. Le fer notamment autant les lactobacilles par exemple n'ont pas besoin de fer, certaines bactéries comme les entérobactéries ou certaines bactéries pathogènes ont besoin de fer. Donc bien sûr, il faut du fer pour l'organisme, pour maintenir des fonctions de l'organisme, mais un excès de fer peut de temps en temps influencer en tout cas le microbiote et favoriser de façon négative le microbiote. Donc, beaucoup d'études sur le zinc, sur le cuivre, et sur leur impact sur le microbiote sont en train d'apparaître, notamment au laboratoire. On travaille un peu sur cette notion-là. J'en profite peut-être pour rebondir sur ces aspects. Certains métaux lourds, certains toxiques peuvent par contre être piégés et être immobilisés par le microbiote ou par certaines bactéries du microbiote. Et donc, il y a aussi également des recherches sur des probiotiques ou des micro-organismes, des levures ou des bactéries qui seraient capables de détoxifier l'organisme, de piéger justement ces métaux lourds. Je pense au plomb, au cadmium ou à l'aluminium notamment, qui pourraient comme ça être immobilisés par certains micro-organismes de l'intestin. On pourrait citer encore l'arsenic. Une question intéressante là d'un internaute sur le microbiote intestinal agirait-il sur nos comportements, nos états d'âme, vrai ou faux? Donc là encore, la recherche en est encore assez balbutiement, mais on a quand même des pistes assez établies sur ces relations entre le microbiote et puis des effets un peu à distance en fait qui concerneraient le comportement.
On sait que le microbiote de certains individus atteints d'autisme, par exemple, ou de pathologies neurologiques sont différents dans leur structure. Les sujets atteints d'anxiété, des sujets dépressifs, par exemple, ont des structures de microbiote différentes. On est toujours dans ce concept, est-ce que c'est la cause ou la conséquence, en fait, le fait d'observer ce microbiote différent. Et, on a quand même des indicateurs pour montrer que le microbiote peut, dans certains cas, influencer justement certaines fonctions neurologiques ou certains comportements. En fait. Une étude assez récente a, par exemple, constitué, donc chez l'animal, on peut maintenir des animaux sans flore intestinale, donc dans des isolateurs, de façon assez stérile. Et il est possible de faire des transferts de flore humaine à ces animaux de laboratoire. Et notamment, je pense à une étude où on a transféré la flore fécale de sujets dépressifs ou de sujets normaux à des animaux de laboratoire, donc dépourvus de flore. Et en conséquence, les animaux de laboratoire qui ont récupéré une partie de cette flore, qui hébergent une partie de cette flore, ont des performances amoindries dans des modèles de labyrinthe, par exemple, où on a un certain niveau d'anxiété qui peut être transmis chez ces animaux de laboratoire, qu'on peut établir par différents modèles d'études de comportement chez l'animal, notamment des piscines, où on peut mesurer le niveau d'anxiété d'un animal. Tout ça pour dire que finalement, certaines bactéries pourraient être le support de comportements, de réactions qui cibleraient le cerveau. Donc on parle de cet axe intestin-cerveau. C'est encore un peu préliminaire, mais de nombreuses études sont faites à ce niveau-là, et on sait que certaines bactéries pourraient influencer ou seraient susceptibles d'influencer justement des réactions, soit sur l'anxiété, sur la prise alimentaire, notamment la prise alimentaire. Comment ça marche? On a des pistes également. Donc, certaines bactéries, donc dans la grande diversité des bactéries, certaines bactéries sécrètent des molécules, des petits acides gras, des petites molécules. Je pense à l'acide gamma-aminobutyrique notamment, qui est un neuromédiateur connu chez l'être humain, donc qui est perçu par des récepteurs humains. Des petites molécules toutes simples comme le monoxyde d'azote aussi sont synthétisées, produites par le micro-organisme, et on sait que ça peut agir aussi en tant que neuromédiateur chez l'homme. Autre exemple aussi, c'est la sérotonine. Donc c'est une hormone vraiment du comportement, une hormone qui régule l'humeur. Par exemple, on sait qu'au niveau de l'intestin, on a une quantité beaucoup plus importante de récepteurs à la sérotonine que dans le cerveau notamment. On a vraiment un lien qu'on commence à aborder, qui n'est pas encore tout à fait maîtrisé, entre le cerveau et l'intestin, qui pourrait laisser entendre que le microbiote, les intestins, en fait, ont des relations assez directes avec le cerveau. D'un autre côté, on connaît tous l'impact du cerveau, de l'anxiété sur le transit intestinal, sur la structure aussi, sur le niveau de stress. Donc, on a ce dialogue vraiment bilatéral entre l'intestin et le cerveau et l'intestin. Je regarde s'il y a quelques questions un peu particulière. Il y a une question un peu directe sur un probiotique commercial, donc le VSL3 pour ne pas le nommer, donc sans forcément. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt avec aucune société qui vend ou qui commercialise des probiotiques. Le VSL3 a l'intérêt d'être un cocktail, un mélange de plusieurs souches de micro-organismes. Donc on va retrouver des bifidobactéries, des lactobacilles, des lactocoques. C'est un mélange d'une dizaine de souches en fait. Donc, toutes ne sont peut-être pas efficaces, mais certaines peuvent avoir une efficacité. Répondre à une question comme ça, que pensez-vous de tel cocktail de probiotiques, dans la mesure où on ne sait pas pour quelle indication, chez quel type d'individu, pour quel type de correction on veut utiliser ce cocktail. J'avoue qu'on ne peut pas directement répondre à cette question. Si vous m'aviez dit que pensez-vous du VSL3 pour une application anti-inflammatoire dans une rectocolite hémorragique, chez un individu jeune ou chez un patient plus âgé, là la question est déjà un peu plus ciblée. J'ai envie de dire que c'est un peu du cas par cas, et un probiotique pour un individu ne sera pas forcément un probiotique pour un autre individu. Tout dépend de son niveau de déséquilibre, de sa charge déjà de base en lactobacilles, du type de dysbiose qu'il a. Donc c'est quand même assez difficile de se prononcer. C'est toute la problématique des probiotiques, c'est que ça peut marcher chez un individu carencé ou chez qui on a une souche déficiente.
Et ça fonctionnera peut-être pas chez un autre individu où la fonction qui pourrait être restituée par ce probiotique n'est pas celle qui est déficiente dans ce cas précis. Donc répondre comme ça de façon générale, c'est quand même assez compliqué. Y a-t-il des aliments qui entretiennent le mieux la flore? D'une manière générale, on sait que les régimes davantage riches en fibres ont tendance à augmenter la diversité. Et même si on n'arrive pas à orienter vraiment vers une souche ou vers une espèce de bactérie particulière, les régimes riches en fibres ont tendance quand même à favoriser davantage la diversité. Et d'une manière générale, tout ce qui va augmenter la richesse et la diversité va être en faveur d'un équilibre. Comme dans beaucoup de domaines, en fait, c'est vraiment la richesse, la diversité, le fait d'alterner différents types d'aliments qui va contribuer à maintenir cet équilibre. En fait, un régime exclusif où on mangerait que des fibres, ou au contraire où on mangerait qu'un seul type d'aliments serait plutôt à éviter. En fait, c'est peut-être un peu une banalité, mais l'idée c'est quand même de manger un peu de tout le temps en fait, et de ne pas avoir quelque chose d'un peu de trop ciblé. Je peux revenir peut-être sur une question. Nous demander comment se constituait le microbiote. Donc, le microbiote va se constituer dès la naissance, en fait. Le dogme, ça reste encore que le microbiote du nouveau-né, du fœtus est stérile. Et donc, par contre, dès sa naissance, en fait, l'enfant le nouveau-né va être en contact avec la flore cutanée maternelle, la flore vaginale s'il est né par voie basse. Et puis la lactation, la richesse en différents composés sucrés, notamment contenus dans le lait, va orienter, va façonner ce microbiote. Donc ça explique aussi pourquoi nous ne sommes pas égaux et que selon l'environnement, donc selon le mode de naissance, selon le mode de lactation, donc si c'est une formule ou si c'est plutôt de l'allaitement, on aura des microbiotes qui vont être différents, qui vont vraiment être spécifiques. Et puis ensuite, tout l'historique. Donc, le microbiote de la mère, bien sûr, va être un facteur important, mais aussi l'environnement. Donc, si le nouveau-né inhale ou ingère des bactéries particulières, il ne va pas forcément accuser et incorporer toutes ces bactéries, mais la muqueuse intestinale va filtrer, va accepter ou va refuser certaines bactéries. C'est ce qui fait que finalement, on aura un microbiote relativement unique. Et puis après, il y a tout l'historique de traitement de l'individu. Donc les molécules, les médicaments, les antibiotiques vont influencer justement la mise en place de ce microbiote qui, dans les premières années de la vie, donc ces fameux 1000 premiers jours de vie, de la conception jusqu'à l'âge de 2, 3, 4 ans chez l'enfant, finalement, le microbiote n'est pas très stable, il est assez fragile. Il a vraiment un profil particulier. On est par exemple très très riche en bifidobactéries, très très riche un peu paradoxalement en entérobactéries, comme Escherichia coli. Et puis après, vers une flore un peu plus adolescente, adulte, on va diminuer son taux de bifidobactéries, son taux d'Escherichia coli. On va commencer à voir apparaître des lactobacilles, mais pas de façon phénoménale. On a entre 2 et 5% de lactobacilles, par exemple, dans une flore d'adulte. Donc, on a comme ça un microbiote qui est propre à chaque individu. Le fond génétique, je ne vais pas préciser, mais la génétique de chaque individu va aussi guider, façonner le microbiote de chaque individu. Et donc, bien sûr, l'alimentation, dès qu'on va introduire des aliments solides, je reviens sur ces notions de régime alimentaire. Si on ingère beaucoup de produits fermentés, si au contraire on a une alimentation davantage carnée, davantage orientée vers des produits végétaux, on va avoir un microbiote qui lui est propre. Il faut savoir aussi que les bactéries sont redondantes et c'est pas parce qu'on a des fonctions un peu redondantes et c'est pas parce qu'on a une bactérie absente chez un individu et présente chez un autre qu'on aura forcément un déficit. Souvent, les fonctions supportées par les bactéries sont compensées par d'autres bactéries. Donc, on peut cartographier, avoir une vision un peu générale de l'ensemble des micro-organismes d'un individu, mais c'est pas pour ça qu'on va forcément identifier un déficit ou une carence. On en est encore à débroussailler un petit peu ces différentes fonctions, ces différents types de bactéries, et à leur attribuer ou des fonctions bénéfiques ou négatives. Encore une fois, ça dépend bien sûr du contexte qu'on adresse, du type de pathologie, par exemple. Donc, quand on demande si un microbiote est unique,
Oui, vraiment, mais on peut l'affirmer. Chaque microbiote est unique à un moment, mais pour chaque individu. Je rajouterais presque à un moment donné, car bien sûr le microbiote évolue avec l'alimentation. Si j'ingère un yaourt, forcément les bactéries du yaourt vont transiter dans mon tube digestif et vont momentanément modifier ce microbiote. Et l'avant son âge également, donc toute l'expérience de la vie de chaque individu, son interaction avec l'environnement va modifier son microbiote, donc soit à la marge, soit de façon plus importante. C'est le cas de l'usage d'un antibiotique, sans systématiquement donner des conséquences néfastes. Il ne faut pas penser que parce qu'on va changer son microbiote, dans la minute, on va influencer les grandes fonctions de l'organisme. Mais on sait par contre que le microbiote d'un sujet jeune, d'un sujet âgé, d'un sportif, d'une femme enceinte est très spécifique des conditions environnementales, de l'imprégnation hormonale, du niveau de stress, donc de l'alimentation. Vraiment, énormément de choses modifient et impactent le microbiote. Assez récemment, on a montré par exemple le décalage horaire, donc soit le travail posté ou même le décalage horaire. Donc si on prend un avion, qu'on traverse la planète, on modifie le microbiote, la structure du microbiote. Et ici encore, on a pu faire des expériences de transplantation fécale, par exemple, où le transfert de microbiote d'individus qui ont subi un décalage horaire, donc après un long voyage en avion, perturbait le métabolisme des souris chez qui on a transféré ce microbiote, et notamment en conditions de régime enrichi en graisse et en sucre. Donc, les souris qui avaient le microbiote de sujets ayant subi un décalage horaire avaient plus forte tendance à prendre du poids et à prendre du surpoids quand elles étaient confrontées à ce régime riche en graisse. Ce qui me permet de rebondir sur la question d'un autre internaute qui s'interrogeait sur le fait de devenir obèse à cause de notre microbiote. Donc, ici encore, donc, le type d'alimentation peut influencer sur le microbiote. On sait par exemple qu'un régime riche en gras va favoriser la croissance de certaines bactéries, notamment les entérobactéries, des bactéries comme Escherichia coli notamment. Donc ces bactéries ont des petites molécules à la surface de leur paroi qui vont avoir tendance à imposer un niveau inflammatoire un peu plus élevé. Ces molécules peuvent transitoirement passer dans le sang également, le lipopolysaccharide pour ne pas le nommer. Donc ça peut monter un niveau d'inflammation et diffuser dans tout l'organisme et donc avoir un certain retentissement, notamment sur le métabolisme. Et on savait déjà depuis longtemps que le microbiote de sujets obèses ou en surpoids était différent du microbiote, de la structure du microbiote de sujets avec une silhouette un peu plus standard, donc normopondérée. Et on savait pas si c'était la cause ou la conséquence finalement, mais c'est toujours le problème de la poule ou de l'œuf. Pourquoi ces microbiotes sont différents? Et ici encore, l'utilisation de transfert de flore chez des souris sans flore, donc des souris stériles, donc axéniques, chez qui on peut transférer la flore de sujets obèses ou de sujets maigres. Donc, le simple transfert de flore chez ces animaux n'a pas créé de problème particulier chez ces animaux qui avaient à peu près la même prise alimentaire. Par contre, en régime enrichi en graisse et en sucre, les animaux qui hébergeaient la flore de sujets obèses ont par contre pris du poids beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement que les sujets enrichis, soumis à ce même régime hyper gras, mais qui avaient la flore d'un sujet maigre. Comme quoi, certains micro-organismes, en tout cas, peuvent être le support de fonctions métaboliques et traduire en tout cas la gestion d'un aliment hyper calorique. Donc, ces travaux ont déjà quelques années. On a pu identifier certaines bactéries dont l'absence était associée à des contextes plutôt de surpoids et d'obésité. Une bactérie comme Akkermansia mucinifila est associée donc sa présence est associée plutôt à une gestion correcte du poids, quand l'absence de cette bactérie est davantage corrélée à une surcharge pondérale. J'utilise vraiment des conditionnels et des précautions parce qu'encore une fois, la règle, c'est de ne pas généraliser. Quand on parle de cette bactérie, Akkermansia, là, par exemple, c'est ce genre de bactérie, c'est cette espèce particulière qui est impliquée, mais encore une fois, il faudrait regarder quelle souche d'Akkermansia est bien responsable de ces effets, et toutes les souches d'Akkermansia n'ont pas la même efficacité, les mêmes conséquences métaboliques. Donc c'est là qu'il y a tout un travail à faire pour bien connaître les déterminants moléculaires et pourquoi une souche a un effet et pas une autre souche aurait un effet
contraire, en fait. Donc, des recherches sont faites. On essaye aussi d'utiliser éventuellement ces souches, hein, donc des bactéries comme Akkermansia, comme probiotiques de deuxième génération, donc des probiotiques qu'on pourrait isoler pour justement favoriser la perte de poids ou au moins le contrôle du poids. Mais encore une fois, il faut être assez prudent et toutes les souches d'Akkermansia mucinifila ne seront pas forcément des probiotiques potentiels. Donc l'idée, c'est de trouver la bonne souche pour la bonne indication, pour le bon individu. Tous les individus en surpoids ne sont pas non plus toute l'obésité, tous les surpoids ne sont pas non plus simplement dus à l'absence de cette bactérie. C'est une contribution, c'est tout un contexte, c'est associé en plus à la richesse et à l'alimentation. Donc, comment on ne peut pas généraliser. Akkermansia n'est probablement pas la seule bactérie impliquée, donc il faut peut-être la conjonction de l'absence d'Akkermansia, mais aussi de l'absence d'un autre genre bactérien et de la présence d'un autre groupe bactérien. C'est toute une chaîne un peu complexe, tout un écosystème qui va être associé à un état pathologique ou un état plutôt en bonne santé. C'est ce qui rend difficile les observations et qui fait que c'est pas toujours facile d'avoir une vision un cliché net d'un profil de microbiote pour dire ce microbiote est considéré comme pathologique, ou au contraire, ce microbiote représente un individu sain. On a du mal à définir vraiment quelles sont les bactéries nécessaires ou représentatives d'un microbiote sain. On peut identifier les forts déséquilibres, mais on est au jour d'aujourd'hui encore incapable de définir vraiment ce qu'est une flore d'un sujet en bonne santé, et au contraire une flore pathologique. On a des nuances, des associations, des corrélations, donc on a toujours cette prudence, sachant que les microbiotes de tas d'individus malades et d'un grand nombre d'individus en bonne santé sont quand même eux-mêmes très très différents et ont ou l'absence ou la présence d'une bactérie. J'aimerais prendre un probiotique, j'ai 29 ans, j'ai un Crohn avec des ulcérations assez sévères et j'aimerais en prendre pour activer mes défenses immunitaires. Donc c'est une question intéressante. Donc je crois vraiment, je suis convaincu que les probiotiques peuvent être efficaces. Par contre, je les conçois plus dans une notion plutôt prophylactique ou de prévention, hors des périodes vraiment des périodes de crise. On imagine bien que sur une muqueuse un peu ulcérée, un peu assez agressée, le fait d'y ajouter une forte quantité de bactéries, si bénéfique soit-elle, va pas quand même être profitable. Donc, autant quand la muqueuse est relativement intègre, pour prolonger les périodes de rémission, on peut concevoir une action des probiotiques. Autant dans les périodes vraiment actives de phase aiguë de Crohn et de poussée, personnellement, je ne serais pas en faveur de l'utilisation d'un probiotique. Quant au type de probiotique à utiliser dans ce cadre-là, j'ai envie de dire que c'est un peu à chaque patient de faire son expérience et d'essayer une souche, puis une autre, ou un cocktail de souches pour voir si finalement l'effet est accepté ou pas, et si on sent une amélioration. Mais c'est vraiment du cas par cas, j'ai envie de dire. On n'a pas de réponse vraiment toute faite. Une question justement qui concerne la transplantation fécale. Donc, est-elle une alternative thérapeutique pour renouveler notre microbiote et soigner les maladies digestives, en particulier le syndrome de l'intestin irritable? Et si oui, est-il possible de demander une transplantation fécale à son gastro-entérologue en France, du moins en France? Donc, la transplantation fécale est un vaste sujet. Elle est très efficace, notamment pour lutter contre une maladie infectieuse, donc une colite infectieuse, les colites récurrentes à Clostridium difficile. Donc, Clostridium difficile est une petite bactérie de l'intestin qui, en général, est présente en très petite quantité. Dans certains cas, notamment suite à un traitement antibiotique assez drastique, assez répété, cette bactérie elle résiste à de nombreux antibiotiques, elle va prendre le dessus, en fait, et on a vraiment un contexte pathologique assez critique. Ça touche notamment les personnes âgées, donc qui sont beaucoup plus susceptibles à ce genre d'infection. Donc, dans cette indication bien précise de colite récurrente à Clostridium difficile, alors que les traitements sont quand même les traitements classiques chimiques sont assez décevants. Les antibiotiques sont souvent inefficaces, et puis, sachant que cette bactérie contient des spores, on a des récidives on arrive de façon assez brève à diminuer le nombre de ces bactéries, mais très très vite on a
on a les spores de ces bactéries qui font que les Clostridium se remet à proliférer. On a vraiment du mal à limiter cette infection, avec un contexte en plus souvent assez grave chez ces personnes âgées, un contexte général, un état général assez grave. Donc, dans cette indication et dans cette indication seulement, l'utilisation de transplantation fécale est vraiment phénoménale et vraiment presque extraordinaire. En quelques jours, le fait de transférer, donc soit par voie orale, soit par voie rectale, en fait, le fait d'implanter, de transfecter la flore d'un sujet en bonne santé, donc souvent c'est un donneur sain, un donneur en bonne santé, ça peut être la flore fécale d'un proche. Donc, là, on a vraiment des résultats avec quasiment 100% de réussite, c'est assez phénoménal et comment les personnes revivent vraiment littéralement en quelques jours. C'est vraiment dans cette indication-là. Pour les autres, donc c'est une indication qui est vraiment reconnue. Par contre, pour les autres pathologies, le syndrome de l'intestin irritable et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on en est pour l'instant qu'au stade des études cliniques. Et donc, bien sûr, on ne peut pas au jour d'aujourd'hui demander à son gastro-entérologue de tenter l'expérience. C'est vraiment que si on est dans le cadre d'un protocole clinique qu'on peut le faire. Les efficacités sont quand même un peu plus modérées, hein. Quelques études un nombre important d'études commencent à apparaître sur les rectocolites hémorragiques notamment. Là, l'efficacité est plus proche de 20 à 30%. Donc c'est déjà pas mal, hein. Certains patients vont répondre, d'autres patients au contraire ne vont pas répondre. On ne maîtrise pas encore tout. On ne maîtrise pas non plus toujours le donneur, la qualité des bactéries du donneur. Donc actuellement, il y a des centaines d'études à travers le monde des centaines d'études cliniques qui sont faites sur l'utilisation de ce transfert de microbiote pour soigner des pathologies, hein. Ça va de la sclérose en plaques justement à l'autisme, à l'anxiété, hein. Une étude canadienne récemment là, qui ambitionne de traiter l'anxiété par du transfert fécal. Actuellement, il faut quand même rester très très prudent. Je dirais qu'il faut attendre encore 4-5 ans pour commencer à avoir du recul sur ces indications, donc hors Clostridium difficile. Mais clairement en France, non, on ne peut pas aujourd'hui utiliser cette stratégie. Ça pose en plus toute une série de problèmes un peu éthiques. Est-ce qu'on doit considérer ce transfert de flore comme un médicament, comme au contraire un dispositif médical un peu différent, comme une greffe? C'est pas non plus une greffe. Il y a toujours un risque, hein. On transfère quand même un ensemble de micro-organismes. On n'est pas à l'abri même si des analyses sont faites pour éviter bien sûr de transfecter des pathogènes ou de transférer des virus. On n'a pas une analyse exhaustive de tout ce qui est présent, de différents toxiques. Donc on navigue quand même un peu à vue et on transfère un peu un mélange un peu inconnu. Donc l'idée, je pense à terme, c'est quand même d'identifier les micro-organismes d'intérêt, puis de sélectionner un microbiote un peu synthétique ou sélectionné, dans lequel on pourrait façonner un cocktail de microbiote, de bactéries qui ferait un peu un microbiote artificiel en fait. Donc, des problèmes éthiques aussi importants. On n'a pas de vision non plus sur les risques éventuels. Quand on sait justement que le microbiote est le support de l'anxiété, de l'humeur, de l'obésité, il ne s'agirait pas non plus d'aller perturber à terme l'équilibre en transférant la flore d'un autre individu. Donc, dans les cas particuliers de sujets âgés qui vraiment ont un tableau clinique très grave, bien sûr, la question ne se pose pas. Mais sur les conséquences à 10, 20, 30 ans du transfert de microbiote, j'avoue qu'on sait encore peu de choses à ce niveau-là. Je regarde s'il y a quelques questions. Comment enrichir son microbiote? C'est de la diversité, il va falloir apporter de la diversité. Avec une certaine prudence, c'est qu'on peut enrichir transitoirement son microbiote en ingérant des produits avec une grande diversité microbienne. Donc, si on mange des produits fermentés, des fromages à croûte fleurie, par exemple, ou des produits fermentés, de la choucroute, du saucisson, du saumon, tous ces produits fermentés vont apporter toute cette richesse, cette diversité de micro-organismes. Par contre, ça va rester souvent transitoire, hein. Autant dans la petite enfance et donc dans cette petite fenêtre des 2-3 premières années de vie, on peut vraiment instiller, moduler le microbiote. Une fois qu'on a son microbiote adulte, l'ingestion d'une bactérie fait que l'ingestion d'une bactérie ne va pas faire que la bactérie va s'installer et va coloniser durablement le tube digestif. Même un probiotique, même les bactéries d'un yaourt, si on arrête de manger le yaourt ou si on arrête de prendre le probiotique, la bactérie disparaît et elle ne s'installe pas durablement dans le tube digestif.
Donc, l'idée, c'est de travailler vraiment en continu et d'avoir une alimentation riche et variée en produits fermentés, en bactéries multiples et diverses, en micro-organismes multiples et divers. Et donc, tous ces aliments fermentés sont une façon de favoriser son microbiote, en jouant sur les fibres également. Donc, on peut aussi favoriser la croissance plutôt de ces bonnes bactéries. Donc, le secret, ça reste une alimentation diversifiée, riche et variée, et ne pas rester sur quelque chose de plus univoque. Voilà, je regarde quelques questions. Une question demandait si les chercheurs avaient des outils pour cartographier ces milliards de bactéries. Est-ce qu'il était possible de reconnaître les bonnes et les mauvaises? Donc oui, maintenant, depuis déjà une bonne dizaine, quinzaine d'années, on a des outils donc des outils moléculaires pour identifier, séquencer les gènes de ces bactéries. Donc, quelquefois, les bactéries, on ne sait même pas les faire pousser. On peut les identifier parce qu'on reconnaît les séquences génétiques. On sait qu'elles sont là, mais on n'a pas forcément les outils pour pouvoir les cultiver, les amplifier. Donc, on peut séquencer l'ADN de ces bactéries. On peut détecter les protéines, les petites molécules, les protéines de ce microbiote, de ces bactéries. On peut détecter les petites molécules qu'elles produisent. Donc, ça nous donne une idée quand même de la vectorisation. On sait que ces molécules peuvent être associées à des fonctions plutôt bénéfiques ou plutôt au contraire un peu délétères. Donc, des petits acides gras à chaîne courte, notamment du butyrate, du propionate, les petites molécules que je citais tout à l'heure, l'acide gamma-aminobutyrique, le monoxyde d'azote. Toutes ces petites molécules, en fait, finalement, s'additionnent et sont le fruit de tous les micro-organismes. Et puis, j'ai envie de dire, le bilan de toutes ces molécules fait qu'on va avoir une action plutôt orientée vers un statut pro ou anti-inflammatoire, donc selon l'ensemble de ces molécules. Une bactérie toute seule ou la vision d'un seul ou d'un petit groupe de bactéries parmi le microbiote ne va pas forcément donner un aspect global. Il faut vraiment considérer le microbiote comme un ensemble, comme un écosystème, et c'est la résultante de tout cet écosystème qui fait qu'on va avoir une fonction orientée ou plutôt bénéfique ou plutôt négative. Bien sûr, on connaît ces fameuses bonnes bactéries. Il n'y a pas de mauvais bifidobactéries, de mauvaises bifidobactéries ou de mauvais lactobacilles. D'une manière générale, tous les lactobacilles sont plutôt favorables à un état plutôt anti-inflammatoire. Mais on ne peut pas généraliser et toutes les souches ne sont pas équivalentes. On sait que certaines bactéries sont relativement bénéfiques. Donc, on parlait d'Akkermansia tout à l'heure. On a aussi Faecalibacterium proteitii, donc une bactérie assez particulière qu'on avait identifiée notamment dans le contexte de la maladie de Crohn, puisque cette bactérie est davantage autant cette bactérie est très représentée chez les personnes contrôle, donc les sujets qui ont peu d'inflammation. Cette bactérie Faecalibacterium est souvent absente ou en quantité beaucoup moindre au niveau de la muqueuse des patients atteints de maladie de Crohn. Donc, on a ce déficit de bactéries qui contribue à la pathologie, mais encore une fois, c'est pas toujours si c'est la cause ou la conséquence, si c'est le statut inflammatoire qui finalement module et inhibe cette bactérie. Et de façon assez générale, c'est pas parce qu'une bactérie est absente que c'est forcément elle qui est la cause de la pathologie. C'est peut-être la présence d'une autre bactérie qui fait que cette bactérie est absente, et c'est la présence de cette tierce personne qui finalement a un effet négatif. Donc, la simple vision de l'absence ou de la présence d'une bactérie ne permet pas tout de suite de conclure à une hypothèse. Il faut simplement rajouter Faecalibacterium pour restituer un statut anti-inflammatoire. En l'occurrence, pour Faecalibacterium, on sait par contre que ces bactéries ont un fort potentiel anti-inflammatoire et des études, une société a été notamment créée pour mettre en œuvre et proposer cette bactérie comme solution thérapeutique. On fonde de bons espoirs sur l'utilisation de cette bactérie. Mais c'est pas si simple en fait. C'est le cas d'Akkermansia, c'est pas parce qu'on a forcément l'absence ou la présence d'une bactérie qu'on va forcément dire il suffit de l'apporter et on va résoudre la difficulté. Donc on a comme ça des bactéries, on sait que Faecalibacterium, Akkermansia sont davantage bénéfiques comme Lactobacillus, comme les bifidobactéries. Au contraire, on sait qu'on va éviter bien sûr les pathogènes, mais même des bactéries un peu neutres, comme les bactéries comme Escherichia coli. Donc toutes les Escherichia coli ne sont pas pathogènes. Les sujets en bonne santé ont plein d'Escherichia coli dans leur tube digestif, mais certains variants d'Escherichia coli, par exemple, ont des caractéristiques particulières. Elles ont notamment la capacité à rentrer dans les cellules de l'intestin.
un petit peu comme des petites salmonelles, elles ont des caractéristiques un petit peu similaires. Et donc, ces bactéries-là sont un petit peu agressives. Donc, ce sont les pathobiontes dont je parlais au début de la conférence. Donc, ces Escherichia coli adhéro-invasives, donc qui ont cette propension à adhérer de façon intime aux cellules épithéliales et puis à pénétrer dans les cellules, vont avoir un statut pro-inflammatoire. Et on sait dans les études épidémiologiques que la présence de ces bactéries est beaucoup plus souvent retrouvée chez les patients atteints de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique. Donc, encore une fois, c'est pas systématique, c'est pas un marqueur vraiment diagnostic de la maladie de Crohn ou de la rectocolite, mais statistiquement, d'une manière générale, on trouve de façon plus souvent ces bactéries associées à ces contextes inflammatoires. Donc, encore une fois, c'est pas seul. Peut-être qu'il faut la conjonction de la présence de ces bactéries Escherichia coli adhéro-invasifs et puis un déficit en lactobacilles et une moindre quantité de bifidobactéries et la présence d'un autre partenaire qu'on n'a pas encore identifié. Peut-être que c'est cet écosystème un peu savant qui fait qu'on a des conséquences pro ou anti-inflammatoires. Au laboratoire, on étudie en partie cette bactérie-là et on cherche à inactiver de façon sélective et un peu chirurgicale ces Escherichia coli adhéro-invasifs sans justement nuire aux autres bactéries. Donc, c'est là qu'on a notamment initié tout un travail sur l'usage des phages et la phagothérapie. Donc, les phages, pour en dire vraiment deux mots, les bactériophages sont des petits virus qui peuvent sélectivement inactiver une bactérie et pas une espèce bactérienne voisine. Donc, c'est un outil assez intéressant si justement on voulait, de façon assez spécifique, éliminer que certains types d'Escherichia coli ou qu'un groupe bactérien particulier. Encore une fois, on s'adresse ici à des notions de souche et on ne peut pas généraliser. Toutes les Escherichia coli ne sont pas négatives. De la même façon que tous les lactobacilles n'ont pas un effet anti-inflammatoire prodigieux. C'est un peu comme les êtres humains finalement, où c'est pas parce qu'on a identifié une espèce Homo sapiens sapiens qu'on est à même de dire les hommes sont mauvais ou les hommes sont méchants. Il faudrait vraiment identifier les caractéristiques propres de la bactérie. Donc, pour ça, on a des études un peu complexes où il faut mettre la bactérie sur des cellules en culture et regarder si elle arrive ou pas à pénétrer, à rentrer dans le cytoplasme de la cellule. Donc, on a toute une série de tests à mettre en œuvre pour diagnostiquer justement ces bactéries problématiques. Peut-être encore une ou deux questions. Je regarde s'il y a des questions de... Y a-t-il des essais cliniques? Donc, je ne sais pas dans quel contexte Y aura-t-il de nouveaux traitements pour Crohn dans un avenir très proche? Précisément 2020. Donc, 2020, c'est demain, c'est aujourd'hui. Donc, c'est peut-être un peu ambitieux. En tout cas, toute une série de stratégies thérapeutiques autour du microbiote, mais pas seulement. La recherche continue aussi sur les biothérapies, sur les anticorps un peu spécifiques pour cibler les symptômes et atténuer en tout cas les effets dramatiques de l'inflammation dans les contextes de Crohn. Mais clairement, le microbiote intestinal est une cible et on peut vraiment considérer ça comme un espoir thérapeutique. Personnellement, je suis convaincu, surtout qu'on peut agir sur ce microbiote de plusieurs façons, par l'alimentation, par les prébiotiques, par les probiotiques. Donc la transplantation fécale, même si elle en est encore assez balbutiement, 30% d'efficacité dans la rectocolite, ça peut paraître décevant, mais pour le patient qui est répondeur, c'est par contre une réelle victoire. Je crois aussi également dans la sélection de microbiote artificiels ou dans le fait peut-être de stocker son propre microbiote. Et puis si au décours d'une dysbiose ou avec l'apparition d'une pathologie, on perd son microbiote originel, peut-être qu'on pourra aller rechercher si on a pu stocker ou préserver son microbiote d'adolescent ou de jeune homme ou de jeune femme. On pourra ensuite donc à nouveau regreffer, donc comme une autogreffe en fait, faire une transplantation de son propre microbiote fécal un peu ultérieurement. Et puis donc l'usage de la découverte des molécules particulières, des mécanismes propres à chaque bactérie, bénéfiques ou plutôt négatifs, va permettre aussi de mettre en œuvre de différentes stratégies pour contrôler ce microbiote. Donc, je mentionnais la phagothérapie, l'utilisation des phages, c'est aussi un axe important. Donc, vraiment, je crois qu'il y a des espoirs thérapeutiques, mais honnêtement, pour 2020, c'est peut-être un peu prématuré. Là, on parle plutôt de 5 à 10 ans pour avoir vraiment des
des stratégies qui seront vraiment efficaces. Après, c'est une prise en charge globale de chaque individu, l'alimentation, le traitement, les molécules mises à notre disposition, et puis cet axe ciblé sur le microbiote intestinal. Il faut savoir que le microbiote intestinal subit également les effets des médicaments. Donc, tous les traitements chimiques, tous les médicaments, toutes les thérapeutiques ne sont pas anodines sur le microbiote. Et le fait de prendre un corticoïde, le fait de prendre du 5-ASA modifie également le microbiote. Donc il y a vraiment aussi un lien entre les deux. Et on commence aussi à comprendre le rôle du microbiote dans la pharmacocinétique. Le microbiote d'un patient de Mickey est vraiment très différent du microbiote d'un sujet non malade. Et donc la pharmacocinétique, le vécu des thérapeutiques chez ces malades est différent également. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces approches. Je pense qu'on a fait le tour. Je regarde mes collaborateurs. En tout cas, merci de votre attention. J'espère vous retrouver, on espère vous retrouver prochainement lors d'un autre Facebook Live ou d'une autre conférence organisée par Digescience. Merci en tout cas de votre intérêt. Et voilà, merci.